Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La guerre germano-soviétique, 1943-1945, tome 2, de Nicolas Bernard. Lu par François Cottrell. Chapitre 9. Le tiers-monde plus le T-34. La comparaison ne peut manquer d'interroger. Reprenons-en les termes. En 1917, la Russie des tsars s'effondre de l'intérieur face à une Allemagne pourtant contrainte de conduire une guerre sur deux fronts. Un quart de siècle plus tard, l'Union soviétique affronte le gros de la machine de guerre nazie, mais surmonte le péril et amorce sa libération. L'exploit, on s'en doute, a été célébré par la propagande du régime stalinien et celle de ses successeurs. Que le génie de Staline soit loué ou au contraire battu en brèche, c'est bel et bien un modèle de société qui aurait fait la différence. La guerre aurait été gagnée grâce aux plans quinquennaux qui auraient posé les bases de la croissance industrielle soviétique et grâce à la collectivisation des terres qui aurait mis au pas l'agriculture, assuré une production alimentaire efficace, garanti le ravitaillement de la population, ce qui avait précisément manqué à l'empire de Nicolas II. Même la grande terreur stalinienne s'est trouvée réhabilitée, puisqu'elle aurait conduit à l'extermination préventive d'une cinquième colonne. Autrement formulé, la Russie aurait vaincu parce qu'elle était tout simplement communiste. La thèse, si elle n'est pas entièrement inexacte, reste simpliste, sinon caricaturale. La politique de développement intérieur lancée par le gouvernement stalinien en 1929 a certes abouti à la naissance d'une puissante industrie lourde et à un contrôle total de l'agriculture. Il n'est pas davantage niable que cette révolution d'en haut a généré un réel enthousiasme au sein du monde ouvrier, qui espérait en récolter à terme les fruits. Mais à quel prix ? Le monde paysan a été détruit, mettant en danger la cohésion intérieure du pays. L'agriculture est restée le talon d'Achille du système communiste jusqu'à ces derniers jours. Le développement industriel lui-même, grande fierté des organes de propagande soviétiques, a été entaché de gabegie. D'autant que la part croissante du budget alloué au crédit militaire, tension internationale oblige, a finalement ralenti, voire stoppé le progrès des conditions de vie. C'est pourquoi l'économie et la société soviétique sont-elles mises à rude épreuve par la guerre. Les années 1941-1942 révèlent d'ailleurs un système frôlant son point de rupture pour cause de bouleversements nés de l'invasion nazie. Pour paraphraser un célèbre aphorisme, l'URSS, c'est alors le tiers-monde plus le T-34. Invasion, évacuation, transplantation, entre exploit et retard, la crise de l'année 1941. Dès les premiers mois de l'invasion allemande, l'économie soviétique apparaît menacée de mort. Qu'on en juge. Les territoires perdus de juin à novembre 1941 regroupent 40% de la population totale de l'URSS, 85% des usines aéronautiques, 70% des autres usines d'armement, produisait 58% de son acier, 60% de son aluminium, 63% de son charbon, 38% de son blé, 84% du sucre, et l'on y élevait 38% des bovins et 60% des porcs. Le système accuse le coup mais ne s'effondre pas. On l'a vu, plus de 1500 usines sont démontées en 1941 et réacheminées vers l'Est, parfois talonnées par la Wehrmacht. Une seconde vague d'évacuation est lancée l'année suivante lorsque l'armée allemande fonce vers Stalingrad et le Caucase. Or, aucun plan de cette ampleur n'a jamais été préparé. Le Kremlin, après tout, s'attendait à mener une guerre offensive qui ne lâcherait rien ou si peu du territoire national. Rien de surprenant dès lors à ce que l'improvisation soit de mise à tous les échelons de la hiérarchie. Au sommet, on décide d'évacuer soit très tôt,
Les industries aéronautiques de Moscou et Leningrad sont expédiées à l'Est dès la première semaine du conflit, soit trop tard, ce qui accentue les désordres, voire oblige les autorités à ordonner la destruction des établissements quand ils ne tombent pas aux mains des Allemands. À la base, les directives contradictoires et la congestion bureaucratique paralysent en maintes occasions l'esprit de décision, et de nombreux équipements en transit pourrissent sur les voies de chemin de fer. Le transport du matériel se heurte en outre à de considérables obstacles. Il n'est pas rare que les différentes composantes d'un même atelier voyagent séparément et par la même occasion se perdent. En conséquence, à l'arrivée, il n'est pas toujours possible de rebâtir l'usine dans sa totalité, dans l'attente de retrouver ces autres morceaux, parfois retardés, parfois égarés, parfois débarqués sur un autre site. Plus préoccupant encore, le réseau ferroviaire soviétique vient à saturation, ce qui menace les mouvements de troupes de l'armée rouge et amène un ralentissement global du trafic. Bien entendu, çà et là, des exploits notables sont enregistrés. Ainsi, l'usine de tracteurs de Kharkov, évacuée à la mi-octobre 1941, produit de nouveau des T-34 à compter du 8 décembre de la même année. À la même époque, la ville ouralienne de Tcheliabinsk, qui abrite une usine de tracteurs, se voit renforcée par des ateliers et du personnel issus de l'usine Kirov de Leningrad et d'autres sites industriels tels que Kharkov et bientôt Stalingrad, ce qui lui permet d'intensifier la production de blindés dès l'automne, au point qu'elle se verra surnommée Tankograd. Mais ailleurs, c'est le retard qui prévaut. L'usine de Marioupol, spécialisée dans la fabrication des châssis de ces mêmes modèles de tanks, a beau partir pour l'Est dès la première semaine de la guerre, elle ne redevient opérationnelle que 4 mois plus tard. Des 94 usines affectées à la production de fer et d'acier transplantées au second semestre 1941, à peine plus de la moitié a repris son activité à la mi-1942. Si 1523 usines ont pu être évacuées, 55 restent encore inactives à la fin de l'année 1942. Désorganisée, la production de guerre soviétique atteint alors son nadir. Comme le notera l'historien N. Simonov, alors qu'en août 1941 ont été produits 5 millions d'obus d'artillerie et 2046 avions de combat, le mois de novembre n'en voit sortir respectivement que 3,2 millions et 448. En septembre 1941, le secteur de l'armement produit 317 700 fusils et 22 100 mitraillettes. En novembre de la même année, 221 200 fusils et 3 345 mitraillettes. De juin à décembre 1941, l'armée rouge a perdu 20 500 chars, mais n'a reçu de l'industrie que 5 600 véhicules blindés. Quant aux pertes en avions de combat, elles se montent alors à 17 900 unités, alors qu'à la même date, 9 000 ont été produits. Au cours de l'hiver 1941-1942, ordre est donné en certains secteurs du front de limiter les tirs d'artillerie à 2 obus par jour. Rappelons que la contre-offensive d'hiver soviétique est lancée et relancée alors que l'armée rouge souffre d'une grave pénurie d'équipements. En d'autres termes, c'est bel et bien avec son stock initial, et, on le verra, du matériel britannique, que l'armée rouge aura su ralentir puis stopper l'agresseur avant de le repousser en 1941. Emballements et contrastes de la production de guerre. Pourtant, dès le début de l'invasion, ni le régime, ni les producteurs locaux ne ménagent leur peine. Les usines qui demeurent sur place se reconvertissent dès l'été en ateliers militaires, sachant que la nécessité de répondre aux objectifs du plan en matière de défense avait déjà poussé les autorités et diverses usines à faire appel à des entreprises spécifiquement affectées à des besoins civils. Une certaine adaptation est de mise, car il faut réaménager la chaîne de travail, l'espace, les méthodes de fabrication, comme à Tcheliabinsk où les cadres locaux de l'usine des tracteurs, qui se servent d'une chaîne de montage unique, se heurtent à leurs homologues de l'usine Kirov, partie de Leningrad, qui revendiquent la méthode des chaînes séparées. Tout passe à l'armement. Une usine moscovite produisant avant la guerre des vélos pour enfants
se met à sortir des lance-flammes. À Leningrad, c'est un atelier de jouets qui confectionne des grenades. Là encore, les plans soviétiques se révèlent à courte vue. Comme lors de la réalisation des plans quinquennaux, l'économie soviétique peine à rationaliser la répartition des ressources, de sorte que l'improvisation reste le principe, le gaspillage persiste et l'asphyxie menace. Au cours de l'hiver 1941-1942, l'industrie moscovite, partiellement évacuée et sévèrement ponctionnée pour combler les pertes humaines des armées soviétiques, semble épuisée. Le carburant, l'électricité manquent, au point que 100 000 personnes, dont des femmes et des enfants, sont mobilisées pour se procurer massivement du bois alentour. Ce manque de ressources, produit à la fois de la conquête allemande et des dysfonctionnements de l'économie planifiée stalinienne, préjudicie à la qualité de l'armement. Considérons l'exemple de l'acier soviétique. Sa teneur en nickel ne cesse de diminuer dans la première année de guerre. Au-delà de la perte des sites d'extraction, est en cause la production effrénée de chars, destinés à combler des pertes constamment élevées, qui accélèrent la pénurie. Conséquence, le blindage de ces véhicules, dont celui des légendaires T-34, perd considérablement en qualité, ce qui les rend bien plus vulnérables aux pièces anti-chars allemandes, les anciennes comme les nouvelles. La pénétration d'un obus ennemi sur un char, y compris les T-34 et les KV, accentue la désagrégation du blindage, multipliant les éclats sur l'infortuné équipage. L'acier n'est pas seul à manquer. Le manganèse, depuis la prise de Nicopole par les Allemands, fait également défaut, ce qui oblige le régime à reconvertir une partie de ses usines de l'Oural et du Kazakhstan. Même constat et même réponse s'agissant du charbon, de l'aluminium, du cobalt, du zinc et, en 1942, du pétrole. Ce n'est véritablement qu'en 1943 que les besoins de l'industrie en matières premières seront enfin en grande partie comblés. Mais en attendant, le matériel de l'armée rouge est considérablement fragilisé. Pour ne citer que cet exemple, les avions soviétiques sont fabriqués à partir de nombreux composants en bois, accroissant les risques d'incendie. D'autres lacunes se sont vite révélées, comme le notera Viktor Andreevitch Kravchenko, haut fonctionnaire affecté à l'économie de guerre et qui passera à l'Ouest en 1944. On manque d'acier magnétique pour fabriquer des boussoles, de métal pour les fers des animaux. Et Kravchenko d'énumérer d'autres grossières insuffisances de l'industrie, au moins lors des premières phases de la guerre. Pas assez de bateaux à moteur pour traverser les rivières. Pas assez de mines, ni haches ni pelles pour l'infanterie, laquelle manque aussi de cisailles pour couper les barbelés. Les usines de Saratov, chargées de produire du matériel pour les fantassins, ne sont tout simplement pas parvenues à livrer grenades et mines à l'armée rouge fin 1941, début 1942. Pourtant, des industries rouges sort une colossale puissance de guerre. En termes de tanks, d'artillerie, d'aviation, l'Allemagne est dépassée et ne rattrapera son retard sur l'URSS qu'en 1944, lorsque culminera l'effort de guerre nazi, et alors que la Russie sera contrainte de réduire ses dépenses militaires au profit de la reconstruction des territoires libérés et des besoins civils. La réorganisation de l'économie soviétique à l'issue de la transplantation d'ouest en est a payé. En 1942, les usines de l'Est contribuent à 77,3% de la production aéronautique, 58,6% des véhicules blindés, 63,4% des armes et munitions, et même 39,4% de la construction navale. Par ailleurs, les matériels sont standardisés. Fin 1941, l'accent est notamment mis sur 2 modèles de chars lourds, T-34 et KV-1, 5 modèles d'avions, 3 de chasseurs, 1 de bombardier, 1 de chasseurs-bombardiers. Le coût de production des unités chute d'année en année. S'il faut débloquer 242 200 roubles en 1941 pour fabriquer un T-34 au sein de l'usine numéro 183 de Nijni Tagil, la dépense tombe à 136 600 roubles en 1943. Toutefois, à mettre l'accent sur quelques modèles de chars, de canons, d'avions
et d'armes portatives, l'industrie russe privilégie comme toujours la puissance de feu à l'intendance et à la logistique. De 1941 à 1943, les frontovichi seront confrontés à une grave pénurie de téléphones de campagne, tandis que les Allemands produiront plus de camions et de bien meilleure qualité que les Soviétiques jusqu'en 1944, lesquels abandonnent même la fabrication de tracteurs d'artillerie. Jamais l'armée rouge ne bénéficiera de ses propres véhicules de transport blindés, à la différence de la Wehrmacht et de l'armée américaine, et il lui faudra s'appuyer essentiellement sur l'aide militaire anglo-saxonne, comme on le verra. Enfin, les Allemands produiront un équipement certes moins standardisé, mais adapté aux multiples exigences de la guerre qu'ils mènent à l'Est et à l'Ouest, alors que l'armement soviétique ne se diversifiera véritablement qu'en 1944-1945. De plus, les prouesses soviétiques sont à confronter au coût matériel de la guerre elle-même. La moitié des armes portatives et de l'artillerie de l'armée rouge ont été définitivement perdues au cours de la guerre. Les pertes les plus lourdes restent celles des forces blindées. 73,3% des chars et canons d'assaut ayant servi dans les armées soviétiques ont été détruits. Même constat pour l'aviation. Du reste, il y a lieu de se méfier des glorieuses statistiques de l'industrie de guerre russe, compte tenu de la tendance récurrente des usines soviétiques à falsifier leurs résultats. D'autant que la plupart des équipements produits, sans qu'il soit possible de les chiffrer, n'a pas été accepté par l'armée rouge pour cause de malfaçon. À l'inverse, il faut signaler l'aptitude du service des trophées à cannibaliser l'équipement ennemi, c'est-à-dire réutiliser les armes de la Wehrmacht et de la coalition sous les couleurs de l'URSS. Le talent de ces mécaniciens sera tel que plusieurs centaines de Panzers capturés resserviront contre leurs concepteurs. Au 16 juin 1945, l'armée rouge comprendra 1851 chars et canons d'assaut, 1081 véhicules blindés de transport, 250 autres engins motorisés, soit au total près de 3000 unités, d'origine allemande. La combinaison de ces facteurs permet d'aboutir à cette conclusion. L'armée rouge a pu conduire ses campagnes avec un potentiel militaire croissant, considérable même, quoique périodiquement saigné par la Wehrmacht et ses alliés. L'industrie soviétique a su remplir son rôle, même si elle reste loin d'avoir été purgée de tous ses vices. Sa militarisation massive, décidée au cours des années 30, a posé les bases de cette réussite, dans la mesure où elle lui aura permis de s'adapter plus rapidement, quoique non sans mal, aux exigences de la guerre totale. La rationalisation des mécanismes de production, mise en place avant la guerre, intensifiée pendant la guerre, conduira à une amélioration des rendements. À l'inverse, ces succès ne doivent guère à l'organisation rigide de la centralisation stalinienne. Pas plus que dans les années 30, cette dernière n'a fonctionné à l'heure du danger, d'autant qu'elle a été bouleversée par l'urgence et les évacuations de masse. Comme lors des plans quinquennaux, ce sont les organes locaux et les entrepreneurs individuels qui ont dopé la production d'armement, littéralement avec les moyens du bord. De même, l'organisation rationnelle du travail, méthode de production à la chaîne, en ligne, etc., découlera-t-elle surtout de leurs initiatives. Deux historiens noteront que ce fut le système informel de haut degré d'improvisation et d'initiative individuelle, ajouté à la mobilisation venue d'en bas, qui permirent à l'Union soviétique de surmonter la crise. Centralisation et planification ne s'imposeront qu'en 1943. Au moins faciliteront-elles une gestion plus mesurée des ressources. De la mobilisation au servage. Les progrès de l'économie soviétique sont réalisés au prix d'une intense mobilisation populaire, ce qui ne va pas de soi. L'invasion a réduit de 85 à 53 millions d'individus la population active soviétique. L'armée rouge y ajoute son lourd tribut. 11 millions d'hommes et de femmes lui sont affectés en 1942. Au-delà des controverses bureaucratiques sur la répartition de la main-d'œuvre, le régime en est réduit à gratter les fonds de tiroir.
Le volontariat, tout d'abord, procure 500 000 femmes, 300 000 écoliers de 12 à 15 ans, ainsi que plusieurs milliers d'étudiants et de vétérans au cours du second semestre 1941. Compte tenu de l'épuisement des ressources humaines citadines, ce sont en fait les campagnes qui sont le plus mises à contribution par la politique de recrutement conduite par le Kremlin. Mais ces travailleurs n'ont pas, ou peu, d'expérience ouvrière. Les 4/5 de la main-d'œuvre industrielle de 1942 sont astreints à une formation continue. Soulignons la relative jeunesse de cette population, 15% d'entre elles à moins de 18 ans. En 1944, ce sont 712 000 adolescents de 14 à 15 ans qui servent dans l'industrie de guerre. Les conditions de vie de ces travailleurs improvisés sont éprouvantes. Dans certaines usines, les dortoirs sont à l'état d'abandon. La majorité des locataires dort à même le sol. L'alimentation, on y reviendra, reste réduite à l'extrême, un repas chaud par jour et de mauvaise qualité. L'hiver, il faut souvent travailler dans le froid, tandis que l'été, la chaleur peut se révéler infernale. Le temps de travail à l'usine s'est démesurément accru. Par décret du Soviet suprême de l'URSS du 26 juin 1941, les chefs d'entreprise se voient accorder le droit de fixer des heures supplémentaires obligatoires d'1 à 3 heures journalières, et ils ne s'en privent pas. La semaine de travail passe à 54 ou 55 heures sur 6 jours. Le temps de transport n'est bien entendu pas pris en compte. Pour les travailleurs qui ne sont pas hébergés à proximité de leur usine, il faut compter d'autres heures d'attente et de déplacement, sachant qu'en ville, les taxis et les autobus sont disparus des rues. Les tramways, quand ils existent, sont surpeuplés, tombent fréquemment en panne, accumulent les retards. Épuisement, malnutrition, stress sont donc le lot commun des travailleurs soviétiques. Au moins ont-ils pour eux la liberté, certes relative. Car à cette main-d'œuvre s'ajoute celle, corvéable à merci, du goulag. L'empire concentrationnaire soviétique était devenu, au cours des années 30, une véritable manne pour les autorités, qui ne répugnaient pas à utiliser les déportés aux fins de réaliser des travaux de plus ou moins grande importance. De la sorte, la sécurité d'État espérait étendre son influence et contribuer à sa manière à l'édification du socialisme dans un seul pays. En pratique, l'économie du goulag connaîtra les mêmes difficultés que l'industrie soviétique ordinaire, quoique démultipliées par les terribles conditions de vie imposées à sa main-d'œuvre. Outre qu'à trop s'appuyer sur ces travailleurs évidemment bon marché, le régime renonçait à améliorer la formation des ouvriers libres et les infrastructures existantes. Comme l'écrira un historien russe, le travail des prisonniers devenait un narcotique pour l'économie. Lors de l'invasion allemande, le nombre total de détenus dans les camps et les prisons touche les 2,3 millions de personnes. Le NKVD parvient à évacuer 890 000 d'entre elles des territoires menacés par la Wehrmacht, dans des conditions terribles où la mort, qu'elle provienne des balles, des gardes-chiourmes, de la faim ou de la maladie, fauche aveuglément. À tout seigneur, tout honneur, 975 000 détenus sont affectés à l'Armée rouge de 1941 à 1944. 448 000 prisonniers seront également mutés au secteur des chemins de fer, 310 000 à l'industrie, 320 000 à l'exploitation forestière, 171 000 dans les mines et les sites métallurgiques, 268 000 à la construction d'aérodromes, sachant que le NKVD a conservé 400 000 travailleurs qualifiés pour ses propres besoins économiques. En pratique, seuls 36% des détenus sont aptes à un travail dur ou ordinaire en 1942. À en croire les dirigeants de l'administration concentrationnaire, des efforts importants auraient été entrepris pour améliorer le sort des déportés, aboutissant à une baisse du taux de mortalité, lequel reste considérable. 352 560 décès seront enregistrés en 1942 et 267 826 l'année suivante, de telles statistiques étant probablement inférieures à la réalité. Les rations alimentaires, réduites dès le début de la guerre, ne seront légèrement améliorées qu'en 1943. Dans ces conditions,
le goulag a-t-il contribué efficacement à l'effort de guerre? Du 22 juin 1941 à août 1944, la main-d'œuvre concentrationnaire a surtout produit des munitions pour près de 70 millions d'unités, cartouches, grenades, mines, autres explosifs divers, et des accessoires indispensables, 7 millions de mètres cubes de bois, 67 millions de mètres de tissu de 1942 à 1944, 22 millions de vêtements. Apport non négligeable, mais en définitive secondaire, qui amène à conclure que le goulag a davantage tué qu'il n'a produit. Selon Anne Applebaum, 2 millions de détenus auraient péri au cours du conflit. De quoi remettre en cause l'efficacité, au demeurant jamais démontrée, du travail forcé dans l'économie de l'URSS. L'alimentation, le talon d'Achille de l'Union soviétique. L'invasion nazie bouleverse un pays déjà rongé par la pauvreté. Les contraintes qui pèsent sur la société soviétique se trouvent décuplées, tant en ce qui concerne la nourriture que la santé, le logement ou le chauffage, surtout pour les nombreux civils évacués. Les infrastructures et les ressources de l'État ne sont tout simplement pas suffisantes pour y faire face. Comme toujours, les soviétiques auront recours à la débrouillardise pour survivre en temps de guerre. Au déclenchement de la guerre, l'agriculture de l'Union soviétique semble avoir fait une croix sur l'avenir radieux promis par la Révolution. La collectivisation a déstabilisé en profondeur la paysannerie, la saignant littéralement à mort, faisant chuter la production. De plus, Staline espérait acheter la mansuétude de Hitler en lui distribuant de généreuses subsistances agricoles se comptant en millions de tonnes de blé et autres produits alimentaires. Des conditions climatiques guère favorables ont pareillement joué, de sorte qu'au 22 juin 1941, l'URSS ne possède de stock de blé que pour, au mieux, 1 mois de conflit. L'agression nazie, en visant les terres noires de l'Ukraine, menace l'agriculture soviétique d'un danger tout aussi mortel que celui pesant sur l'industrie. Les progrès rapides de l'armée allemande réduisent l'ampleur de la moisson de blé, laquelle chute d'un tiers de 1940 à 1941. L'envahisseur parvient même à faire main basse sur le tiers du blé récolté en Ukraine. Les pertes territoriales sont aussi dévastatrices. L'URSS comprenait 110 millions d'hectares de terres affectées à la production de blé. Le chiffre tombe à 67,3 millions en 1942, pour remonter faiblement à 85 millions en 1945, malgré la libération. Du fait du désordre des premières semaines de la guerre et de la saturation des circuits d'évacuation, l'évacuation du bétail, des tracteurs et des moissonneuses ne débute pas avant la mi-juillet 1941. Les bêtes supportent mal les longs trajets effectués dans la fournaise estivale ou la rigueur hivernale, d'autant que l'armée rouge en réquisitionne. Il faut souvent abattre le bétail lorsque la ligne de front se rapproche trop. Les structures d'accueil sont loin d'être à la hauteur en termes d'abri et de nourriture. Sur 2 212 800 têtes de bétail évacuées, comptabilisées en janvier 1942, seuls 433 000 seront en fait disponibles. Le résultat n'est guère meilleur en ce qui concerne les machines. 180 000 tracteurs au total auraient été perdus sur 480 000. La reconversion de l'industrie civile en industrie de guerre fait chuter la production d'engins mécaniques affectés à l'agriculture. Le matériel subsistant, faute de moyens, est mal entretenu, les ateliers de réparation étant souvent réservés à l'armée, de même que le carburant et les fertilisants, denrées indispensables qui se raréfient dramatiquement. De sorte que le labour redevient un travail manuel avec les moyens du bord ou la traction animale. Les terres, le matériel, le bétail ne sont pas seuls à manquer. Le peuple des campagnes voit ses fils et ses filles mobilisés dans l'armée rouge, dont ils composent les 3/5 des effectifs, ou affectés dans l'industrie de guerre. Il faut faire appel aux femmes, qui constitueront 73% de la main-d'œuvre kolkhosienne en 1944, aux adolescents, aux enfants pour compenser cette dégringolade des effectifs fermiers.
Comme dans l'industrie, la durée du travail s'allonge considérablement, passant de 187 jours d'activité au kolkhoz en 1940 à 238 2 ans plus tard. Cette nouvelle génération de fermiers a beau travailler dur, la productivité baisse presque de moitié. Ajoutons-y de mauvaises conditions climatiques, notamment des pluies persistantes en Russie centrale en 1943, et ne nous étonnons pas d'une plongée de la production alimentaire au cours de la guerre. Malgré ces carences, l'État réussit le tour de force d'opérer un approvisionnement alimentaire relativement adéquat tout au long du conflit, échappant de peu au discrédit qui avait frappé le tsarisme au cours de la Grande Guerre, lequel s'était révélé incapable de redistribuer au peuple les denrées récoltées par la paysannerie. L'alimentation, monopole communiste oblige, est d'abord le fait de l'État, qui contrôle sévèrement les fermes collectives. Le rationnement est à l'œuvre tant chez les soldats, qui conservent la priorité, que chez les civils. Mais le système de redistribution étatique est insuffisant en lui-même. Il lui faut un complément, et de taille, qui sera issu, si l'on ose dire, de l'initiative privée. En premier lieu, l'État laisse la population s'approvisionner davantage au sein du marché collectif des kolkhozes, où les paysans écoulent les résidus de la production issus de leurs lopins de terre privatifs, selon des tarifs non régulés par l'administration communiste. On estime qu'en 1944, les citadins soviétiques y ont acquis 40% de leur beurre et de leurs pommes de terre, 33% de leur viande, 20% de leur lait et de leurs légumes. Ces subsistances doivent être achetées sur place, ce qui oblige parfois les acquéreurs à effectuer de longs déplacements de la ville à la campagne et à payer ces marchandises à prix d'or. Le régime a également autorisé les ressortissants urbains à constituer leurs propres fermes collectives. Ce système enfle littéralement pendant la guerre, au point qu'il fournit à la population des villes 38% des pommes de terre et 59% des légumes. L'Armée rouge finit par adopter le concept en 1942, ce qui l'incite à compter surtout sur les ressources du terrain qu'elle occupe. Le stalinisme octroie aux citadins, à compter de 1942, leur propre lopin de terre pour y encourager le jardinage individuel ou collectif. Les parcs et autres espaces verts sont mis à contribution. Il ne s'agit là que de tolérance. À compter de 1944, le régime, qui profite de la moisson de 1943 et de la libération des terres les plus fertiles, amorce un resserrage de vis sur ces différentes formes de marché extra-étatiques. Afin de concurrencer le marché libre des fermes collectives et d'engranger de confortables recettes, des magasins commerciaux ouvrent alors leurs portes pour y écouler des denrées qui, pour chères qu'elles soient, sont introuvables chez les kolkhozes et se révèlent géographiquement plus faciles d'accès. Cette initiative parvient à stabiliser, voire réduire les prix fixés par les kolkhoziens. C'est annoncé à mots couverts le retour en force de l'État et de la collectivisation. La guerre, toutefois, n'est pas encore finie. Pas question, dans ces conditions, d'ouvrir immédiatement le feu sur la paysannerie. Au front, une armée brutalisée. Les soldats soviétiques subiront des pertes extrêmement lourdes au cours de la guerre. Le corps des officiers perd à lui seul plus de 2 millions des siens de 1941 à 1945, tués, blessés ou disparus. Les équipages de chars ont été particulièrement décimés. Sur 403 272 tankistes ayant servi dans l'armée rouge de 1941 à 1945, 310 000 auront perdu la vie. Les brûlures et les dégâts corporels causés par le seul choc de l'obus ennemi étaient beaucoup trop graves pour laisser une chance de survie à la victime. La pugnacité allemande n'explique pas tout. Officiers et soldats paient leur inexpérience. Cette dernière est d'abord le produit d'un recrutement massif, donc peu regardant, facilité par des examens médicaux bâclés. L'entraînement lui-même est accéléré. Se tenant dans des camps de formation dévastés par la pénurie et le manque d'hygiène, il crée davantage de malades que de chair à canon. Le haut commandement est aussi en cause.
dans la mesure où ces choix tactiques restent inconcevables à cette époque pour un occidental. Certes, la doctrine militaire soviétique prévoyait de limiter les pertes en exploitant au mieux les ressources du terrain, en accumulant une considérable puissance de feu, en se dotant d'un appareil d'aide médicale performant, mais des considérations politiques, économiques, voire purement personnelles, l'emporteront souvent sur ce souci jusqu'aux dernières heures du conflit. Staline est le premier à réclamer à ses généraux de ne pas épargner leurs forces et de ne s'arrêter devant aucune perte. Si des chefs militaires tels qu'Ivan Konev ou Konstantin Rokossovski semblent s'être attachés à contrôler l'hémorragie causée par leurs opérations, le second allant même jusqu'à refuser de signer des condamnations à mort, d'autres, tels que Zhukov, Eremenko ou Vatoutine, dépenseront sans compter. En outre, les conditions de vie des frontoviki sont extrêmement difficiles. Ils dorment souvent à la belle étoile. Leur ration reste basse, plus particulièrement en 1941-1942, et il n'y a guère qu'en vodka que le ravitaillement soit performant. L'hygiène reste problématique, surtout lorsque les tranchées sont gagnées par la boue de l'automne et du printemps, ou lorsqu'elles gèlent au cours de l'hiver, sachant que les Lancers rencontrent des difficultés identiques. La tranchée est l'endroit le plus froid, le plus dur au monde, qui ne laisse aucune place aux contes de fées, résumera un vétéran. Les soldats doivent souvent se débrouiller par eux-mêmes pour pallier la pénurie d'uniformes, au moins au cours des premières années de guerre, quitte à dépouiller les Allemands, les civils, même les morts. Alors que les Allemands peuvent au moins compter sur des bottes de bonne qualité, les Soviétiques sont réduits jusqu'en 1943 à porter des chaussures à bandes moltières mal adaptées à l'environnement local. Dans la mesure du possible, et à la relative différence des Lancers, les frontoviki s'efforcent de ne point porter le casque, parce qu'il résonne et déforme les sons. Ce qui en pratique revient parfois à ce qu'un soldat coiffé d'un casque soit pris pour un Allemand et abattu. Quant aux cigarettes, les soldats préfèrent se les confectionner eux-mêmes à partir de tabac de basse qualité et de feuilles issues de la revue Étoile Rouge, dont le papier est plus fin et brûle mieux que celui de la Pravda et des Izvestia. La pénurie génère la délinquance. Le vol, le pillage, le détournement de biens de l'État, la corruption sont monnaie courante dans l'armée rouge. L'exemple vient d'en haut, car les officiers se taillent la part du lion dans ce marché occulte. Pour le seul premier semestre 1944, l'appareil répressif soviétique parvient à découvrir que ces derniers ont fait main basse sur 4 500 000 roubles en liquide, 70 tonnes de céréales et de pain, 22 tonnes de viande et de poisson, 5 tonnes de sucre, 4 872 pièces d'équipement, 33 tonnes d'essence, 7 véhicules et plus de 2 millions de roubles en autres biens militaires. L'armée rouge, de ses soldats à ses commandants, reste viciée par l'appât du gain qui répond dans bien des cas à l'instinct de survie. Le marché noir et le vol ne suffisent pas à combler les besoins vitaux de la troupe. Malnutrition et mauvaise hygiène entraînent une prolifération des maladies qui prennent la forme de véritables épidémies. 26% des pertes totales de l'armée soviétique pour l'année 1941-1942 le sont pour maladie. Le taux passe à 38,9% en 1942-1943, puis à 34,9% en 1943-1944 et 37,1% en 1944-1945. L'hygiène n'est pas seule en cause. À la différence de la Wehrmacht, qui, malgré des périodes de carence à l'Est, bénéficiera d'un service de santé approprié, prévoyant la présence dans chaque peloton d'un ou plusieurs militaires formés aux premiers secours et dans chaque compagnie d'une unité médicale, les structures de soins de l'armée rouge manquent de moyens et de personnel, malgré les investissements du GKO en temps de guerre. Elles ont subi de lourdes pertes au cours de la guerre, déplorant près de 200 000 morts et disparus. Les erreurs de diagnostic dans le traitement des blessés restent fréquentes jusqu'en 1945. Leur taux culmine à 44% en 1941,
avant de tomber à 28% en 1942-1943, puis à 20% en 1944-1945, ce qui reste considérable. Le plus souvent, constateront les Lancers, les Soviétiques abandonnent leurs blessés sur le champ de bataille, laissant à leurs éclopés le choix entre crever sur place, écrira le soldat alsacien Guy Sagère, ou la chance d'être évacués par nos soins vers nos arrières. Ces lacunes expliquent en outre pourquoi le ratio mort-blessé reste extrêmement élevé dans l'armée rouge, de l'ordre de 1 mort pour 2 blessés au combat durant la totalité du conflit, alors que le ratio passe à 1 pour 5 à 6 s'agissant de l'armée américaine. Les déficiences logistiques empêchent, dans la première partie du conflit, les évacuations des soldats touchés, ce qui amène le GKO à améliorer l'intendance, à multiplier les hôpitaux de campagne pour faciliter un traitement plus rapide et à rationaliser le service de santé, censé adapter les soins à la spécificité de chaque blessure. Les dommages d'ordre psychologique sont toutefois négligés, alors que plus d'1 million de frontoviquis auraient souffert de troubles psychiatriques et neurologiques pendant la guerre, ce qui correspond sans doute à un minimum. La psychiatrie soviétique reste alors dominée par l'axiome selon lequel la conscience de classe permettra à n'importe qui de surmonter une réaction psychotique. L'URSS conserve une certaine avance dans le traitement de ces troubles au sein de ses forces militaires, si on le compare aux pratiques alors en cours dans l'armée américaine ou plus encore dans la Wehrmacht. Mais le souci de réprimer la lâcheté, la couardise et la tendance des services psychiatriques à faire primer l'intérêt de l'État, qui les paie, sur celui des individus, nuisent à l'identification et au traitement des désordres mentaux découlant des combats. On punit davantage qu'on soigne, au point que plusieurs soldats épuisés par les affrontements et psychologiquement trop fragilisés pour reprendre immédiatement les armes seront tout simplement fusillés pour désertion. Le moral est d'autant plus variable que le contact avec l'arrière reste entravé par la pénurie et la terreur d'État. Pour écrire à sa famille, chaque soldat ne reçoit qu'une seule feuille de papier qui sera ensuite pliée en triangle faute d'enveloppe. Se sachant espionné, le frontovique se limite le plus souvent à solliciter des nouvelles de sa famille, à la rassurer sur sa propre condition et à indiquer que le combat continue, acharné et victorieux contre l'envahisseur, même si les sentiments de découragement, voire de défaitisme, se libèrent plus facilement en période de crise. À l'arrière, une société dans la tourmente. Si le soldat est à plaindre, que dire du civil ? Le repas, déjà pauvre dans les années 30, est encore plus drastique en temps de guerre. La consommation de viande, facilitée par l'abattage massif du bétail en 1941, chute littéralement. La pomme de terre devient le premier aliment de base, surtout dans les campagnes. Et si la nourriture se raréfie, sa valeur nutritionnelle reste basse. L'épuisement gagne les ouvriers astreints à de longues journées de travail. De véritables famines ont ainsi frappé l'URSS au cours de la guerre sur l'ensemble de son territoire. Sibérie occidentale en 1941, Vologda, Tchitina, République autonome tatare et Mordove, Ouzbékistan et Kazakhstan en 1942-1943, Altaï, Gorki, Sverdlovsk, Ouzbékistan, République de Kabardino et Bouriate mongole en 1944. Au total, selon l'historien russe Mikhail Augustovitch Viltsan, près de 1 500 000 soviétiques y auraient succombé. Les zones de front ont également été sévèrement frappées. Le poids de la guerre n'y est pas seul en cause. Comme auparavant, l'administration soviétique a préféré empocher la récolte plutôt que de la redistribuer sur place pour lutter contre les crises frumentaires locales. La malnutrition favorise la maladie. La mauvaise qualité du pain, qui gèle parfois sur les étalages ou dans les réserves, provoque des gastrites. En l'absence de vitamines, les ulcères se multiplient, la vue baisse, le corps se fragilise.
Le respect plus qu'erratique des règles sanitaires génère diarrhée et dysenterie. Le typhus, la fièvre typhoïde, la tuberculose, la diphtérie, la scarlatine se répandent. Les scientifiques soviétiques ont beau rechercher des substituts vitaminiques, ils n'avancent guère en l'absence de moyens. Dès lors, le taux de mortalité de la population civile explose, connaissant une hausse de 65% de 1941 à 1942. Le taux de natalité s'effondre parallèlement du fait du départ des hommes au front, mais aussi de l'impact de la malnutrition sur la fertilité féminine. Le régime réagit par le renforcement des contrôles sanitaires en accroissant le nombre de postes de désinfection, en lançant d'intensives campagnes de vaccination, en augmentant la cadence des examens de santé. Non sans succès dans la mesure où aucune épidémie majeure ne ravagera l'URSS. Mais la qualité du système de santé demeure grévée par la mutation des médecins dans l'armée rouge. Les hôpitaux manquent de spécialistes et plus encore de chirurgiens, ce qui les empêche de combler les besoins de la population. Un autre phénomène inquiète l'administration soviétique, le vol de nourriture. Devenu pour la population une obligation en ces temps de disette, il nourrit une hausse du taux de criminalité qui ne décline qu'à compter de 1944. La surveillance des récoltes et des entrepôts est durcie, les cours de justice n'hésitent pas à condamner à mort les délinquants. Comme au temps des grandes famines de la décennie précédente, le système stalinien n'accorde aucune pitié à la misère. La pénurie s'étend. L'électricité, le gaz sont rationnés. Dans les villes, le courant est coupé de 10h à 17h dans la journée et parfois 20 jours de suite dans certains quartiers. La consommation des lampes est strictement contrôlée. En conséquence, le chauffage est particulièrement insuffisant. Les civils recourent comme toujours au système D, montant des petits poêles en briques ou en métal, utilisant de vieux bidons de conserve ou d'huile, chauffant au bois ou au kérosène et multipliant les risques d'incendie. La propagande elle-même en vient à souffrir. 6,9 tonnes de papier sont nécessaires chaque mois pour couvrir les besoins de la presse étatique, mais les industries n'en produisent que 4,6 par mois en 1942 et 1943, de sorte que le nombre d'imprimés, mais aussi leur taille, ne cesse pratiquement pas de baisser jusqu'en 1945. Quant au cinéma, le manque de pellicules restreignait déjà la diffusion de copies dans les années 30, d'autant que le manque de fonds conduit à une baisse sensible du nombre de tournages. La situation des civils évacués est particulièrement difficile. Plus de 16 millions de Soviétiques ont été expédiés plus à l'Est dès les premiers mois de l'invasion nazie. L'évacuation a souvent été désordonnée et improvisée, même si le NKVD, en charge des opérations, avait déjà dressé des plans avant-guerre. Visant prioritairement les cadres du parti et les travailleurs, de même que les enfants, elle s'est accompagnée d'un véritable exode spontané des populations devant l'avance allemande. Le réseau de transport soviétique a rapidement été menacé de congestion. Les convois ont parfois été immobilisés des jours entiers avant de pouvoir repartir, les évacués devant se débrouiller pour trouver de la nourriture sur place. Parfois, les trains ont repris leur route en ignorant totalement quelle serait leur destination finale. Les évacuations sont parfois violentes, notamment lorsque le GKO vide les zones de front de leurs habitants. L'armée rouge, en charge de ces opérations, est confrontée à l'attitude frondeuse des civils qui conservent en mémoire les affres de la collectivisation et redoutent d'être dilapidés de leurs derniers biens, de leur cheptel. De nombreux heurts se produisent, à tel point que les militaires et le NKVD procèdent à des arrestations, voire tirent sur la foule. Afin d'éviter d'entacher la réputation des militaires, les évacuations relèveront à partir de 1942 de la seule compétence de la sécurité d'État. Les structures d'accueil des réfugiés ne sont pas nécessairement préparées à gérer un tel afflux humain. L'effondrement du front oblige le régime stalinien à repousser les zones d'arrivée vers l'Ouzbékistan. Sa capitale, Tachkent, est devenue, dans l'imaginaire des évacués épuisés et affamés,
la cité du pain, le lieu de tous les possibles. Mais à l'arrivée, il faut déchanter. La ville est vite surpeuplée. Tout manque, l'eau, la nourriture, le logement. La malnutrition, la maladie font des ravages. Le taux de mortalité infantile de 120 pour 1000 en 1940, ce qui reste au demeurant particulièrement élevé, bondit à 500-600 pour 1000 l'année suivante dans les régions d'accueil. La situation des réfugiés est d'autant plus dramatique que, dans le chaos des évacuations, les familles ont souvent éclaté, soit que les hommes aient été mobilisés, soit que les circonstances du départ aient forcé les séparations et entraîné les membres d'une même famille dans des convois ou sur des chemins différents. Il ne sera d'ailleurs pas rare de voir des civils continuer de rechercher leurs proches disparus au cours des décennies suivantes. La société soviétique apparaît ainsi particulièrement fracturée et bouleversée. Les hommes sont partis au front ou à l'usine. Comme dans tout pays en guerre, chaque famille dont le père, le mari, le fils sert dans l'armée doit se résoudre à la terrible attente de ses nouvelles ou de son sort. Les séparations pèsent en outre lourdement sur les couples, ce qui amène à une recrudescence des divorces en 1942, obligeant le régime à renouer avec le conservatisme pour relancer le taux de natalité. Primes, récompenses et bonifications aux mères de famille, aggravation des obstacles juridiques au divorce, alourdissement à peine voilé de la pression fiscale sur les célibataires. La condition des femmes, pour autant, ne connaît aucune évolution favorable. L'Union soviétique avait certes revendiqué l'égalité des sexes dès 1917 et avait arbitrairement déclaré la question féminine résolue en 1936. Le marché du travail avait été largement ouvert aux femmes, mais pas de manière totale ni systématique. Elles ne pourront postuler à des postes d'ingénieurs ferroviaires qu'en 1938 et ne travailleront dans les mines qu'en 1940. Elles ont beau occuper la moitié des places dans les grandes écoles et constituer la majorité des travailleurs agricoles et ouvriers en temps de guerre, les postes de direction leur échappent. À la ferme, notamment, elles ne constituent que 12% du personnel dirigeant. Peuvent-elles attendre mieux de l'armée ? Bien que des femmes aient été mobilisées au cours de la période impériale et pendant la guerre civile parce qu'elles avaient manifesté avec enthousiasme leur volonté de se battre, l'égalitarisme affiché par le communisme n'a pas été facilement suivi d'effet. L'armée n'a que timidement admis les femmes en uniforme et encore pour les affecter à l'arrière. Le commissariat à la défense ne les a même pas prises en compte dans son calcul des réserves humaines à disposition des troupes. Pour autant, les droits acquis par les femmes, autant qu'une certaine tradition militaire, ont ouvert la voie à leur intégration dans l'armée rouge. De plus, en 1941, les femmes se bousculent au bureau de recrutement, ce qui oblige le gouvernement soviétique à en tenir compte. En octobre de la même année, 300 femmes volontaires sont autorisées à rejoindre l'armée de l'air. L'année suivante, cette autorisation s'étend à l'ensemble des forces armées. Au total, près de 900 000 femmes auraient servi dans l'armée rouge, dont 520 000 dans l'armée de terre. Et sur ce dernier nombre, plus de la moitié dans les services de santé et 110 000 dans l'intendance et les communications. Et pourtant, elles ne semblent pas avoir connu davantage de progression de carrière que dans le secteur civil. Elles doivent souvent faire l'objet des avances de leurs collègues masculins, en particulier les officiers. L'armée rouge demeure une armée d'hommes. La femme, dans l'imaginaire des soldats, a pour mission d'attendre le retour de l'être aimé parti au front et de veiller pieusement sur les enfants que le père en uniforme protège du danger fasciste. Chapitre 10. La patrie socialiste est en danger. Face à la machine de guerre nazie, l'URSS se bat avec la force convulsive et désespérée des nations condamnées à mort, pour citer Alexandre Dumas s'exprimant sur la France révolutionnaire. Certes, les défaillances ont été nombreuses, revêtant des formes variées, reddition individuelle ou massive, désertion, refus de s'enrôler dans l'armée, automutilation,
soutien apporté à l'envahisseur, critiques ouvertes ou attitudes d'opposition frontale envers l'État, accueil des Allemands en libérateurs, voire désordre civil dans les grandes villes. Au total, 4 384 859 hommes et femmes auraient déserté, cherché à échapper au service militaire ou pris ouvertement le parti de l'ennemi. Cependant, le régime bénéficie d'un soutien non négligeable émanant notamment de la jeunesse issue des classes laborieuses et de l'intelligentsia. La haine ressentie envers un envahisseur ne faisant pas mystère de son racisme génocidaire s'impose peu à peu. La capacité de résistance, d'encadrement et de mobilisation de l'État contribue à maintenir la cohésion nationale et sociale. Les rares concessions du régime stalinien aux attentes de l'opinion lui laissent croire qu'à la victoire succédera un monde meilleur, faisant de la collectivisation et l'oppression un mauvais souvenir. Les statistiques de la désertion témoignent de cette combativité accrue. Au second semestre 1942, la Wehrmacht recueille 79 769 déserteurs. En 1943, ce chiffre tombe à 26 108, en 1944 à 9 207. Preuve que l'Allemagne a manifestement échoué à conquérir les esprits et les cœurs, contrairement à ce que l'impopularité du régime stalinien laissait attendre. Une répression acharnée. En 1941, la société soviétique reste soumise à la violence étatique. Elle sort à peine de la Grande Terreur qui a conduit, au-delà de l'épuration calamiteuse du parti et des administrations, à l'assassinat de 750 000 personnes en 16 mois, de 1937 à 1938, et à la déportation de 800 000 autres au goulag. Comme la peste noire du Moyen-Âge, la police politique semblait frapper à l'aveuglette. Pareille atmosphère a imprégné les mentalités, rongé l'esprit d'initiative chez les militaires, suscité la paranoïa chez les civils. Elle a créé un état d'esprit peu propice à la contestation du régime, à moins qu'une alternative politique se fasse jour, comme l'espéreront des Ukrainiens et des Baltes lors de l'invasion nazie. La Grande Terreur n'a été exceptionnelle que dans son ampleur, pas dans son principe. Le monopole du parti, le système concentrationnaire, les arrestations arbitraires, les procès truqués, les aveux extorqués sont institutionnalisés depuis les années 20. Le retour à la normale qui s'amorce en 1939 se traduit en fait par un renforcement de la législation pénale, tant dans l'armée rouge qu'aux usines. La délation, encouragée par le régime, est d'autant plus facilement pratiquée qu'elle correspond à l'un des derniers espaces d'expression accordés au peuple. L'ouverture des hostilités ne dissuade pas les autorités de manier le bâton, bien au contraire. La législation répressive est en fait considérablement aggravée, tant au front qu'à l'arrière, pour châtier les défaillances réelles ou redoutées. Staline, qui fusillait massivement lorsqu'il était lui-même représentant en mission lors de la guerre civile, estime que la contrainte doit mettre en échec le défaitisme. La punition, qui peut aller jusqu'à la peine de mort, constitue une réponse à une situation de crise et trahit la méfiance que nourrit le pouvoir envers son propre peuple. Ces mesures sont très tôt mises en œuvre sur le front. Le 17 juillet 1941, le NKVD récupère les services du contre-espionnage militaire qui venaient à peine d'être transférés au commissariat à la Défense. Il instaure des sections spéciales chargées de combattre l'espionnage et la trahison au sein des forces de l'armée rouge et de liquider la désertion, le cas échéant en fusillant sur place les déserteurs. Le 2 août, les sections spéciales reçoivent l'autorisation d'arrêter et, le cas échéant, d'abattre toute personne qui s'infligerait elle-même des blessures pour échapper au front. 2 semaines plus tard, à l'issue des catastrophiques redditions de masse dans les secteurs de Smolensk et d'Ouman, le régime enfonce le clou. La directive numéro 270 de la Stavka, émise le 16 août 1941, interdit de tolérer les lâches dans les rangs de l'armée rouge qui désertent et courent se rendre à l'ennemi,
ce qui n'amène qu'à cette seule conclusion: les lâches et les déserteurs doivent être éliminés. Les officiers et instructeurs politiques qui se rendent à l'ennemi sont considérés comme des déserteurs, ce qui expose leurs familles à être arrêtées par la sécurité d'État. Les unités encerclées reçoivent pour instruction de se battre jusqu'au bout, de mourir ou de percer vers les lignes soviétiques plutôt que de se rendre. Ces directives conduisent à des exécutions massives de soldats soviétiques par le NKVD ou par leurs propres officiers. Comme toujours avec le stalinisme, les instructions venues d'en haut font l'objet d'une application zélée au niveau local, au point de dépasser les attentes déjà inhumaines de leurs promoteurs. Du 22 juin au 10 octobre 1941, le NKVD procède à l'arrestation de 657 364 militaires, 10 201 d'entre eux étant exécutés, le reste étant, dans leur écrasante majorité, réexpédiés au front. Comme beaucoup de gens, se souviendra un vétéran, je ne croyais pas en la justice des cours martiales du front. Devant une telle juridiction, il y avait 4 ou 5 jugements monstrueusement fabriqués pour chaque condamnation justifiée. 10 ans de détention, destinés à être commués en une affectation dans les bataillons disciplinaires. La répression est si violente que la Stavka intervient pour l'assouplir légèrement. Sa directive numéro 391 du 4 octobre 1941 rappelle que la répression est une mesure extrême, tolérable dans les seules circonstances de désobéissance directe et de fronde ouverte en pleine bataille, ou en cas de sabotage des ordres donnés par la hiérarchie. Les officiers et les casquettes bleues du NKVD avaient jusqu'alors tendance à supprimer ou à punir n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quel prétexte. Les habitudes prises ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Après tout, l'exemple vient d'en haut. La relance de l'offensive allemande, cette fois vers Stalingrad et le Caucase au cours de l'été 1942, et surtout les nouvelles défaites de l'Armée rouge, amène Staline à promulguer de nouvelles mesures sous la forme de la directive numéro 227 qui préconise l'extermination des lâches et des panicards et prohibe toute retraite. Tout officier autorisant une manœuvre de repli sera traduit devant une cour martiale. Des détachements de blocage, comprenant 200 hommes chacun, sont institués à l'arrière du front pour arrêter et exécuter les panicards qui fuiraient le champ de bataille. S'inspirant ouvertement des méthodes allemandes, la directive numéro 227 instaure enfin des bataillons disciplinaires, censés comprendre 150 à 200 hommes suspects de lâcheté. L'emballement de la mécanique répressive, en 1941, il est interdit de se rendre, en 1942, il est interdit de se replier, trahit l'angoisse d'un régime qui se sent vaciller sur ses bases et réagit aux circonstances en accentuant la terreur. L'amélioration de la situation militaire, cependant, ne se traduira pas par un assouplissement immédiat de la législation pénale. Il faudra attendre le 15 novembre 1944, notamment, pour que les détachements de blocage soient supprimés. En 1943, de nouvelles directives prévoient que les militaires soviétiques qui sont restés présents dans les territoires occupés par les Allemands, mais n'ont cherché ni à rallier la ligne du front, ni à rejoindre les partisans, seront mobilisés dans les unités disciplinaires. En attendant, les sections spéciales du NKVD poursuivent leurs arrestations massives. Du 1er août au 15 octobre 1942, 140 755 soldats soviétiques sont appréhendés pour s'être éloignés de la ligne du front. 3 980 sont finalement arrêtés, 1 189 exécutés, 2 961 mutés dans les unités disciplinaires, le reste étant renvoyé au combat. Dans les seuls secteurs des fronts du Don et de Stalingrad, 51 758 militaires sont appréhendés dans le même laps de temps. 1349 d'entre eux sont mutés dans des formations disciplinaires, 711 étant exécutés, ce qui dépasse le nombre de soldats français fusillés pendant la totalité de la Grande Guerre. Au total, du 22 juin 1941 au 10 octobre 1942,
le NKVD aura arrêté 1 187 747 soldats et officiers, 63 012 d'entre eux seront condamnés à mort, 28 286 seront maintenus en détention, 101 191 seront mutés dans les unités disciplinaires, le reste étant réexpédié au front dans les unités d'active. Le recours aux unités disciplinaires s'inspire également des pratiques de la guerre civile, lesquelles reprenaient à leur compte un procédé en usage sous le tsarisme. Mais là où l'armée impériale russe n'y avait affecté que 3 700 hommes à la fin du XIXe siècle, l'armée rouge en regroupera jusqu'à 427 910, dont 20 000 officiers, à la fin de la guerre. En sus des militaires, les autorités y intégreront les déportés du goulag libérés pour combler les lourdes pertes des armées soviétiques. Leurs membres y sont affectés pour une durée d'1 à 3 mois, les officiers qui y sont versés étant préalablement dégradés. Une telle affectation s'accompagne de retenues sur la solde, sur les pensions d'invalidité, ainsi que sur les indemnités accordées aux familles. Le taux de perte de ces unités est en outre de 3 à 6 fois plus élevé que pour une formation d'infanterie ordinaire, dans la mesure où, contrairement aux Allemands, les troupes disciplinaires soviétiques sont directement envoyées au casse-pipe. À l'expiration de la peine, chaque combattant ayant eu la chance de survivre voit son dossier réexaminé par le Conseil militaire du front. À supposer qu'il soit jugé digne de quitter l'unité disciplinaire, il peut être restauré dans son rang et dans ses droits. Il a été estimé qu'au total, 994 000 soldats soviétiques avaient écopé d'une condamnation pénale au cours du conflit. La moitié d'entre eux servira dans les bataillons disciplinaires, 436 600 seront internés dans des camps de travail et 157 000 condamnés à mort, 10 fois plus que dans la Wehrmacht. 101 maréchaux et généraux seront également arrêtés, 21 fusillés, 27 autres réintégrés. Inutile de préciser que la répression, s'appuyant sur une législation extrêmement lourde, a donné lieu à de très nombreux abus. Des soldats soviétiques parvenant à s'évader de camps de prisonniers et à traverser la ligne de front ont été arrêtés, déportés ou affectés d'office dans des unités disciplinaires. Lorsque l'armée rouge ouvre les portes de certains de ces camps à partir de 1943, les prisonniers de guerre soviétiques sont également mutés dans ces formations spéciales. La procédure juridictionnelle reste particulièrement expéditive, les autorités policières et juridictionnelles étant tacitement encouragées à faire preuve de dureté, même si la grande majorité des soldats soviétiques interpellés seront finalement ramenés au front sans être sanctionnés. Enfin, dans la mesure où l'arrière constitue lui aussi un front, la main-d'œuvre est traitée comme à l'armée. La loi du 26 décembre 1941, qui intervient alors que la production d'armement soviétique n'a cessé de baisser depuis le début de la guerre, assimile tout changement de travail non autorisé, tout départ ou toute absence injustifiée à une désertion. Tout contrevenant devient passible des tribunaux militaires et encourt une peine allant jusqu'à 5 à 10 ans de détention. Limitée initialement aux industries rattachées à la défense, cette législation s'étend à l'ensemble de l'industrie soviétique. 900 000 personnes seront condamnées à séjourner au goulag, 6 millions d'autres subissant des peines plus légères, travaux d'intérêt collectif, pénalités sur la rémunération, 2 à 4 mois d'emprisonnement. Les peuples ennemis. L'obsession sécuritaire du régime se retourne également contre certains peuples soviétiques et des minorités, l'ensemble étant suspecté d'être des traîtres en puissance. Dès les années 30, le régime s'était attaqué aux minorités polonaises, allemandes, finlandaises, coréennes, procédant à des arrestations et des déportations massives. La zone polonaise occupée de 1932 à 1941, de même que les pays baltes, sont pareillement victimes de transferts forcés de population. Plusieurs centaines de milliers de Polonais, d'Estoniens, de Lituaniens et de Lettons sont emmenés en Union soviétique en moins de 2 ans. À ce titre, les soviétiques reprennent à leur compte un procédé en usage sous les tsars, le déclenchement de la Grande Guerre patriotique,
va porter ce type d'opération à son paroxysme. Les premiers visés ne sont autres que la minorité allemande, qui comprend 1 427 000 âmes en 1939, dont 370 000 regroupés dans une république autonome des Allemands de la Volga. Par décret du 28 août 1941, les Allemands de la Volga, accusés d'abriter des milliers et des dizaines de milliers de saboteurs et d'espions qui doivent au premier signal reçu d'Allemagne organiser des attentats, font l'objet d'un transfert présenté cyniquement comme une mesure humanitaire. Du 3 au 20 septembre 1941, 230 convois embarquent 446 480 civils en Sibérie. D'autres déportations interviennent dans les mois suivants dans toutes les régions du RSS que contrôle encore le régime stalinien, de sorte qu'à l'été 1942, ce sont bien 1 209 430 personnes qui ont été victimes de ces mesures. L'arrivée de ces contingents de civils est tout aussi chaotique que celle des réfugiés dans les zones d'accueil. L'obsession du secret du NKVD, qui organise ces transferts, le conduit à ne pas avertir les responsables locaux de ces nouveaux arrivages. Les conditions de vie, éprouvantes durant le transport, ne s'améliorent nullement à l'arrivée. Les déportés ne sont pas prioritaires quant à l'accès à la nourriture et au logement, même s'ils sont directement intégrés à l'effort de guerre, et 300 000 d'entre eux sont astreints au travail forcé. Nanti de cette expérience, la sécurité d'État peut accomplir à partir de 1943 la déportation d'autres peuples des régions que libère l'Armée rouge. Ces opérations frappent les zones périphériques de l'Union soviétique, à savoir le Caucase, puis la Crimée. Il s'agit à la fois de châtier des populations accusées de collaboration avec l'Allemagne et de sécuriser des zones frontalières ou maritimes. La répression cible ainsi des peuples dans leur entier, chaque membre de la communauté visée, y compris les femmes, les vieillards, les enfants, étant catégorisé ennemi de l'État. La nationalité devient synonyme de trahison et de péril. Elle seule justifie l'arrestation et la déportation. Le contentieux entre le pouvoir et des peuples caucasiens veillant jalousement à sauvegarder leur identité préexistait à 1917, et la collectivisation a creusé le fossé entre les autochtones et le régime. Lorsque l'Armée rouge s'est efforcée de recruter des Caucasiens en 1941, elle s'est heurtée à diverses formes de résistance, émanant notamment des Tchétchènes et des Ingouches, nombreux étant les hommes à se réfugier dans les montagnes ou, une fois enrôlés, à déserter. Des rébellions ont même éclaté, impitoyablement réprimées. Gardons-nous de toute exagération. L'Armée rouge parviendra à mobiliser 2 millions de Caucasiens, ces derniers jouant un rôle majeur dans la constitution d'une puissante réserve stratégique en 1941. Mais le Kremlin a la mémoire courte et préfère déduire des incidents rencontrés lors de la conscription que ces populations ne sont décidément pas assimilables. Puis, mises au contact d'une puissance étrangère lors de l'occupation allemande en 1942-1943, elles ont définitivement perdu toute fiabilité à ses yeux. À la fin de l'année 1943, Staline s'emploie à briser tout aussi définitivement ces foyers de contestation. Les transferts débutent par la déportation de toute la population Karachay, 69 267 personnes, en novembre 1943, laquelle est envoyée en Asie centrale et au Kazakhstan. La région autonome Karachay est dissoute. Ces districts sont transférés à la République socialiste soviétique de Géorgie, qui doit envoyer quelques milliers de ses ressortissants pour repeupler ce territoire déserté. Ensuite, du 27 au 30 décembre 1943, les Kalmouks, qui résident au sud de l'URSS dans la région du Don, sont raflés, parqués dans des wagons à bestiaux et expédiés en Sibérie et en Asie centrale. L'appareil du parti et du gouvernement local a été précédemment épuré dans sa quasi-totalité. Peu importe que cette population ait fourni en nombre des soldats à l'Armée rouge, dont plusieurs milliers seront décorés, le régime ne retient que son passé frondeur,
les tentatives allemandes de s'attirer sa sympathie, le recrutement de pelotons de cavalerie kalmouk par la Wehrmacht. Du 23 au 28 février 1944, les Ingouches et les Tchétchènes, qui paient également leur hostilité au pouvoir soviétique sans avoir versé dans une franche collaboration avec l'Allemagne, subissent le même sort, ce qui se traduit par le transfert d'1 demi-million de personnes. Le 8 mars 1944 vient le tour des Balkars, un autre peuple du Caucase, et les 17 et 18 mai 1944, la sécurité d'État s'attaque aux Tatars de Crimée. 180 014 civils sont déportés, essentiellement en Ouzbékistan. Les minorités grecques, bulgares et arméniennes ayant subsisté en Crimée connaissent un destin identique à la fin du mois de juin 1944. Staline et Beria concluent l'année par la déportation de 86 000 Turcs Meshket, Kurdes et Kemchin des régions frontalières de Géorgie. Pour couronner le tout, la déportation s'accompagne du retrait du front des soldats des nationalités concernées, alors que l'Armée rouge ne cesse de réclamer des effectifs supplémentaires. Pourtant, il semble que des officiers et des soldats soviétiques aient cherché à protéger leurs camarades en manipulant les registres de manière à faire disparaître leurs origines. En toute hypothèse, 157 000 officiers, sous-officiers et soldats sont radiés des cadres et déportés vers l'Est. Au total, de 900 000 à 1 100 000 personnes sont déportées en Sibérie et en Asie centrale par le régime stalinien de 1943 à 1944. Les arrestations se déroulent dans la violence. Le trajet, dans les trains que le NKVD s'attache à remplir le plus possible pour améliorer ses rendements, est un enfer. On m'a amené avec ma famille à la gare de Grozny, se souviendra un déporté, Magomed Tagayev. On nous a entassés dans un wagon de marchandises, environ 60 personnes. Les gens trouvaient de la place là où ils pouvaient. À part le chef désigné du groupe, qui lors des arrêts en gare était conduit sous bonne garde, les déportés n'étaient pas autorisés à quitter le train. Il y a eu beaucoup de morts. J'ai vu comment les Tchétchènes, dans les wagons à côté des nôtres, sortaient les corps dehors, sous bonne garde, pour les coucher au sol, les recouvrir de neige et remonter. Sur place, rien n'est préparé pour assurer l'alimentation ou l'hébergement. Nomades pour la plupart, les déportés ne s'habituent pas au mode de vie des zones de peuplement spéciaux. Quand ils ne dorment pas en plein air, ils sont entassés dans des baraquements insalubres. Dans les kolkhozes ou les sovkhozes, déjà victimes de pénuries, ils ne sont pas inscrits sur les listes prioritaires du ravitaillement. Famine et épidémie font leur œuvre. Les déportés s'attirent enfin l'hostilité des peuples locaux et des réfugiés. De fait, le taux de mortalité grimpe en flèche. Au 1er octobre 1948, 146 892 personnes sur 608 749 civils déportés du Caucase ont perdu la vie, de même que 44 887 personnes sur 228 392 déportés de Crimée et 16 000 à 20 000 des 92 000 Kalmouks. Les déportations de peuples ennemis appellent une interrogation. Correspondent-elles à un génocide ? Ce sont bien des communautés nationales dans leur entier qui ont été arrêtées en tant que telles et transplantées dans des zones de peuplement spéciaux. Les autorités s'efforcent en outre d'éradiquer leur culture, d'effacer toute trace de leurs origines dans leur pays natal. Des monuments historiques uniques furent démolis, écrira Alexander Yakovlev. Dans les régions de montagne, ce furent presque 1 millier de monuments de cultures antiques et médiévales que l'on fit sauter et que l'on incendia. Des manuscrits inestimables en langue arabe et des chroniques communautaires, les Teptari, furent saisis et jetés aux flammes. De la vaisselle de bois incrustée d'argent, des coupes, des vases, des plateaux, des parures masculines et féminines, des épées, des sabres, des dagues, des tapis et toutes sortes d'autres objets ont été pillés. Des archives ont été détruites. Les terres sont redistribuées à des colons russes ou autres, qui sont en fait également déportés de force. Cependant, l'État s'attache à accorder aux déportés la plénitude de leurs droits civiques,
tant qu'ils restent assignés à résidence et sous surveillance policière, ce que les responsables locaux répugnent à admettre. Le NKVD est d'ailleurs amené à multiplier les rapports censés alerter le pouvoir central sur les terribles conditions de vie des zones d'accueil des déportés. En définitive, la déportation de ces peuples obéit sans doute à une logique sécuritaire exacerbée, dans laquelle s'insinue peut-être un calcul néocolonialiste, reprenant les idéaux grand-russiens de la colonisation des terres de Crimée et du Caucase. La crise du logement et la disette qui ravage l'URSS au cours de la guerre ont accentué les difficultés de prise en charge des déportés dans les zones de peuplement spéciaux. S'y ajoutent sans doute des facteurs d'ordre culturel. Les déportés ont en effet été perçus comme des séditieux de longue date, tel est d'ailleurs le motif de leur transfert. Les administrations locales, qui devaient constamment joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins des autochtones et des réfugiés, n'étaient pas incitées à traiter au mieux ces nouveaux arrivants, d'autant que le pouvoir central n'a guère cherché à s'assurer sur ce point de la mise à exécution de ses instructions tendant à une relative égalité de traitement des personnes transplantées. La thèse du génocide apparaît discutable. Fait défaut l'intention homicide du régime à l'encontre des peuples déportés. Ces opérations illustrent surtout la logique répressive propre au stalinisme, paranoïa gouvernementale, absence de considération humanitaire, zèle répressif à la base que ne tempèrent nullement quelques vagues tentatives émanant du pouvoir central. Elles n'en constituent pas moins un véritable nettoyage ethnique, définissant l'ennemi à partir non d'actes objectifs, ou même d'une simple suspicion d'actes objectifs, mais de sa nationalité. La guerre contre les Allemands s'est bien accompagnée d'une guerre de Staline contre des peuples soviétiques qui avaient le tort de ne pas accepter son joug. L'ennemi déshumanisé. La propagande est par définition manichéenne. Elle divise le monde en deux, celui de la mère patrie, Rodina, et celui des agresseurs qui en constituent l'exacte antithèse. Pourtant, Staline et les dirigeants soviétiques paraissent avoir hésité sur la marche à suivre. Faut-il déclarer une guerre totale contre l'envahisseur ou distinguer selon les bons et les mauvais Allemands? Molotov, le 22 juin 1941, affirmait que la guerre a été imposée au peuple allemand par ses chefs assoiffés de sang. Cependant, la propagande semble s'emballer au fur et à mesure que la situation militaire se dégrade. Mort aux conquérants fascistes, mort aux envahisseurs fascistes, mort aux tueurs d'enfants. 100% mort pour mort. Mort à la vipère fasciste. Ne permettons pas à la bête fasciste d'échapper au châtiment. Écrasons et exterminons l'ennemi. Les Allemands sont assimilés à des hordes, des brutes, des bêtes féroces qui tuent, pillent, violent. Les officiers de la Wehrmacht sont dépeints sous les traits d'arrogants Junkers prussiens, monocle à l'œil et apparence soignée. Les soldats, à l'inverse, sont anonymes au possible, généralement sales. Tous sont cruels, du moins insensibles, cupides et à des degrés divers idiots. Pour accentuer la déshumanisation de l'adversaire, la propagande emprunte des termes issus du vocabulaire animalier. Les Allemands sont des porcs, des loups, des rats. L'animalisation se retrouve également dans les caricatures. Le groupe Kukriniksi, qui regroupe 3 dessinateurs, Mikhail Kuprianov, Porfiri Krylov et Nikolai Sokolov, l'artiste Boris Efimov, dépeignent les Allemands comme des sangliers, des porcs, des rongeurs, des insectes. L'animalisation n'est certes pas un procédé nouveau de la propagande soviétique, qui n'en détient nullement le monopole. Les ennemis fascistes, nazis, trotskistes étaient déjà caricaturés de la sorte dans les années 30. Ravaler l'ennemi au rang d'une bête a depuis longtemps servi à justifier sa mise à mort. En compagnie des dessinateurs, les meilleurs poètes et écrivains sont mis à contribution. Les Allemands ne sont pas des hommes, écrit l'une des meilleures plumes du RSS, le journaliste Ilya Ehrenburg en 1942. Maintenant, le mot allemand est devenu le plus affreux du monde.
Ne parlons pas, ne nous indignons pas, tuons. Si vous ne tuez pas l'Allemand, l'Allemand vous tuera. Il emmènera votre famille et la torturera dans son ignoble Allemagne. Si vous avez tué un Allemand, tuez-en un autre. Rien n'est plus délicieux qu'un cadavre allemand. D'autres poèmes publiés en 1942, dont Je hais d'Alexeï Surkov ou Tue-le de Konstantin Simonov, réclament la mort des Allemands pour que vive la patrie. Le cinéma n'est pas en reste. Des films tels qu'Alexandre Nevsky ou La famille Oppenheim, boycottés à l'époque du pacte germano-soviétique, ressortent sur les écrans. D'autres films, produits en temps de guerre, exaltent la vengeance contre l'envahisseur. Dans Elle défend la mère patrie, 1943, une kolkhosienne, devenue par la force des choses chef d'un groupe de partisans, parvient à tuer le tankiste allemand qui a cruellement écrasé son fils sous les chenilles de son blindé au début du film. Les collaborateurs sont appelés au même sort. Dans Arc-en-ciel, sorti en 1944, ils sont tout simplement exécutés par le peuple en armes. Le film La route de l'or, diffusé en 1945, s'attaque aux Allemands de la Volga, accusés de convoiter l'or de la Russie. Dans La fille numéro 217, 1944, une jeune fille russe réduite en esclavage en Allemagne est victime du sadisme et de la stupidité de sa famille d'accueil. Dans Zoya, 1944, les occupants torturent et assassinent une jeune et belle résistante. Quand la réalité dépasse la propagande et embarrasse le Kremlin. Pareilles accusations se nourrissent de faits. Les atrocités perpétrées par l'envahisseur nazi sont bien connues du régime stalinien, lequel accumule les preuves de leur matérialité. Dès le mois de juillet 1941, Staline et ses conseillers reçoivent des rapports du NKVD qui permettent de se faire une idée claire des crimes hitlériens, de leur caractère ciblé et planifié. Le sort infâme des prisonniers de guerre soviétiques, tout d'abord, est dénoncé dès la mi-juillet 1941, alors que Moscou s'efforce de négocier une amélioration de leur sort avec Berlin par l'intermédiaire de la Suède. Les soviétiques retrouvent sur des captifs et des cadavres allemands des lettres ou des documents attestant des mauvais traitements de prisonniers par la Wehrmacht. Le 25 novembre 1941, Molotov peut dénoncer officiellement l'extermination des prisonniers de guerre par les Allemands. La famine qui dévaste la population civile occupée, le pillage, les exécutions sommaires sont pareillement connus et relatés par la presse écrite, la radio, le cinéma. La Shoah n'est pas davantage ignorée du gouvernement soviétique. Le Kremlin a su, dès les premiers mois de l'invasion, que les Juifs étaient victimes d'une entreprise d'anéantissement les visant spécifiquement. La propagande dénonce alors les massacres nazis pour ce qu'ils sont, des tueries organisées, ciblant les Juifs en leur qualité de Juifs. De surcroît, Staline s'attache à mettre sur pied un comité antifasciste juif, CAJ, au printemps 1942, avec pour mission de s'attirer la sympathie des Juifs américains et de collecter des fonds à l'étranger, et de réunir documents et témoignages illustrant l'extermination des Juifs soviétiques au sein d'un livre noir. Sur le moment, le patron ne ménage guère son soutien au comité, malgré l'antisémitisme qui œuvre au sein même des institutions soviétiques. Lorsqu'il apprend que plusieurs Juifs ont été destitués des médias russes pour faire place à des fonctionnaires non-juifs, il fait droit aux protestations d'intellectuels juifs et une partie des agents révoqués sont réintégrés dans leurs fonctions. Non qu'il soit lui-même vierge de tout préjugé antisémite, mais à l'heure où l'Union soviétique est en danger de mort, il sait faire preuve de pragmatisme et ne rejette aucun soutien d'où qu'il vienne. Il n'en demeure pas moins que la propagande tend de plus en plus à taire l'identité juive des victimes de la solution finale à l'Est. Pourquoi ce silence, plus relatif qu'absolu, plus progressif qu'immédiat ? Plusieurs raisons s'entrechoquent. En premier lieu, le régime ne tient vraisemblablement pas à prêter le flanc à la propagande nazie. À l'heure où le NKVD procède à la déportation de peuples entiers vers la Sibérie et l'Asie centrale, dénoncer un meurtre de masse fondé sur une prétendue responsabilité collective
peut s'avérer contre-productif. Surtout, Staline et ses conseillers redoutent de donner raison aux messages antisémites diffusés dans les territoires occupés par le Troisième Reich, lesquels s'attaquent au système judéo-bolchevique. Dans ce contexte, insister sur la judéité des victimes ne serait-il pas de nature à susciter le mécontentement des non-juifs qui souffrent terriblement de l'occupation nazie? De plus, le Kremlin n'ignore nullement la persistance de courants antisémites au sein de la population, y compris au sein de l'administration, lesquels reprochent presque aux Juifs de fuir l'avance allemande. D'infâmes rumeurs se répandent, sous forme d'expressions sarcastiques telles que « les Juifs se battent à Tachkent » et que consigne le lieutenant soviétique Vladimir Gelfand, lui-même juif, dans son journal en octobre 1941. Juif égale voleur. Une femme juive a volé un manteau de fourrure à la boutique. Les Juifs ont de l'argent. Un Juif a plus d'argent mais se plaint d'avoir faim. Les Juifs n'aiment pas travailler. Les Juifs ne veulent pas servir dans l'armée rouge. Les Juifs ne se font pas enregistrer. Les Juifs se reposent entièrement sur nous. En bref, les Juifs sont la cause de tous les désastres. L'année suivante ne révèle aucun progrès. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.